premier quart d'heure de cotation à New York. Et on regarde également ce qui se passe du côté de New York. Grégory Volokin depuis Mescart Financial Service. Bonjour Grégory. Bon, c'est vrai. Est-ce que côté américain, vous avez suivi Mario Draghi? Est-ce qu'il y a quelques réactions qui se dessinent sur les marchés américains au propos de Mario Draghi, ou est-ce qu'on est européen? Écoutez, personnellement, je l'ai suivi. Je pense que les opérateurs de marché l'ont regardé d'un œil relativement attentif. Ce qui explique un peu la baisse des marchés ici. Vous savez, en ce moment, les marchés tiennent surtout sur leur sommet sur un phénomène de liquidité. On en attendait peut-être encore un peu plus. Elle n'est pas venue. C'est une réaction un tout petit peu épidermique, mais qui n'est pas très très fondamentale. Si vous regardez moins 0,3% sur le Dow Jones, pas grand-chose à dire. Peut-être un tout petit peu plus à dire sur la force de l'euro et la faiblesse du dollar, mais ça, c'est plutôt des notions positif pour les États-Unis et pour les matières premières, évidemment. Bon, voilà pour Mario Draghi. D'autres nouvelles et qui sont plus américaines. D'abord, niveau statistique, ces chiffres de l'emploi, on est sur des demandes hebdomadaires. Qu'est-ce qu'on peut retenir du chiffre de cette semaine ? Que c'est de nouveau des nombres vraiment très bas de demandes d'allocation chômage, en dessous de ce qui était attendu. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que le marché de l'emploi, on le répète chaque semaine, continue à aller très bien aux États-Unis, et que si la Réserve fédérale devait se baser uniquement sur ce qu'elle voit au niveau du marché de l'emploi, elle aurait depuis très très longtemps déjà remonté les taux. Donc je dirais que même ce genre de chiffres actuellement ne font plus tellement broncher les marchés, parce qu'on sait que la Réserve fédérale a vraiment besoin maintenant de trouver une excuse très forte au mois de septembre pour les monter, ces fameux taux. Vous regardez les attentes par rapport à une action de la Réserve fédérale au mois de septembre, on en est à 20% de probabilité d'une hausse des taux, ce qui est très très faible, et on peut s'attendre ou bien à ce que Janet Yellen, sur les quelques prochains jours, commence à avoir un discours extrêmement agressif pour préparer le marché, ce qui semblerait étonnant, ou tout simplement qu'il ne se passe rien de nouveau au mois de septembre. Voilà sur ce domaine macroéconomique. Du côté du business, bien évidemment, j'imagine qu'il y a aussi Apple et son iPhone 7, la disparition du port jack, l'appareil photo, enfin voilà. Comment est-ce qu'on accueille finalement ce nouvel opus signé Apple ? Je dirais, comme les Suisses aiment cette expression, on est déçu en bien. C'est-à-dire beaucoup de gens avaient peur, disant que le nouveau modèle n'apporte pas vraiment d'amélioration à l'iPhone 6. Et on peut dire qu'il y a quand même vraiment des améliorations. Le fait que le modèle soit étanche, le fait que la caméra s'améliore, que la durée de vie de batterie augmente et que la vitesse du processeur augmente aussi. Donc en gros, tout ce que je viens de décrire sont sûrement, pour des gens qui ont depuis 2 ans ou plus un Apple, que ce soit le 4, le 5 ou même le 6, sûrement des raisons suffisantes pour procéder à ce qu'on appelle l'upgrade, donc à acheter le nouveau modèle. Les analystes soulignent aussi 2 ou 3 choses. Ils disent que sur le trimestre, Apple aura une semaine de vente de plus, parce qu'ils ont introduit ce nouveau modèle un peu plus rapidement. Donc c'est peut-être un petit détail, mais ça aura un aspect positif pour leur compte. Et puis on parle beaucoup évidemment de l'abandon de la prise pour les headphones, le jack, remplacé par un écouteur qui n'est pas encore mis dans le marché, mais qui sera introduit, cet écouteur Bluetooth AirPod, il va s'appeler, au mois d'octobre. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'extrapole pas tellement le prix de ces écouteurs, qui sont quand même entre 130 et 140 $. On peut imaginer qu'un grand nombre, quand même, c'est pas rien, un grand nombre de nouveaux détenteurs d'iPhone 7 n'auront qu'une envie, c'est d'acheter ces écouteurs. Et puis pour le moment, personne n'a encore pris en compte la source de revenus supplémentaire. Sans compter peut-être justement cette espèce de logo design for iPhone que bon nombre de fournisseurs vont être obligés de payer auprès d'Apple pour rentrer dans le mood, parce qu'il faudra être compatible.
Oui, il y a absolument ça, vous avez tout à fait raison. Et puis, il y a eu aussi des nouvelles assez intéressantes au niveau de l'Apple Watch. Le fait qu'il va y avoir un GPS dans la montre qui est vraiment important. Le fait qu'on va pouvoir jouer à Pokémon Go sur sa montre, ce qui est encore plus important évidemment, et il va changer la face du monde. Ouais. Mais non, je dirais qu'en gros, c'est une bonne annonce, cet iPhone 7. Je suis sûr que les gens qui le voudront seront très contents. Ce qui est assez amusant, c'est qu'Apple ce matin a dit qu'ils n'allaient pas publier pour la première fois le chiffre de commandes avant l'introduction du téléphone, en disant que de toute façon, les commandes sont toujours supérieures à ce que eux-mêmes peuvent fournir comme téléphone, et que donc ce chiffre n'a pas d'intérêt. Voilà pour le dossier Apple. On reste dans le monde techno avec Intel. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire sur Intel, si ce n'est qu'ils avaient fait une acquisition il y a quelques années pour plus de 7 milliards de dollars de McAfee, qui est donc un des deux leaders à l'époque sur la sécurité avec Symantec. Ils ont essayé en interne de développer cette offre sécuritaire. Ils se sont rendus compte qu'en fait ça leur coûtait à la fois trop cher, ça immobilisait des capitaux et que c'était pas vraiment leur activité. Donc là ils en vendent une bonne partie à un fonds de private equity pour 3 milliards de dollars, mais ils ont pas vraiment perdu d'argent puisqu'ils gardent une participation certes minoritaire, mais quand même très importante de 49% dans cette activité. Mais tout ça pour montrer que c'est pas parce qu'on fait des énormes acquisitions, et celle-là, elle était quand même importante, 7 milliards, c'était une des plus importantes qu'avait fait Intel. C'est pas parce qu'on fait ce genre de grosses acquisitions que forcément, sur la durée, au bout de 2 ou 3 ans, on arrive à faire quoi que ce soit au niveau de l'intégration ou du développement de ces nouvelles activités. Allez, on quitte ce monde de la technologie et on va faire un petit tour du côté de l'automobile, si vous le voulez bien maintenant, Grégory Volokin, pour évoquer un constructeur et encore des questions de tripatouillage, mais là on n'est pas dans les moteurs. Oui, là c'est carrément très différent parce que ça touche directement, je dirais, les ventes de ce constructeur. C'est Fiat Chrysler, et puis ils ont des problèmes en justice parce que on a découvert qu'ils avaient justement tripatouillé ces chiffres. Et comment ils procédaient pour augmenter les chiffres de vente? C'est ça qui devient relativement intéressant. Ils demandaient par exemple aux concessionnaires de prendre de plus en plus de voitures qu'on prête. Vous savez, quand votre voiture est au garage, on vous prête une voiture de remplacement. C'est une très très bonne chose. Donc ils demandaient aux concessionnaires d'augmenter leur commande de ces voitures de remplacement, mais de les comptabiliser comme des ventes. Ça semble assez curieux. Ils demandaient aussi à leurs concessionnaires de faire des ventes fictives, ce qui devient alors là vraiment beaucoup plus grave, à leurs employés. Donc je crois que c'est une histoire qui va d'abord avoir sûrement des retombées sur le management de Fiat Chrysler aux États-Unis, sur le responsable des ventes, mais aussi qui remet quand même un tout petit peu en question le modèle de business où les concessionnaires sont poussés par la maison mère à avoir chaque mois des chiffres de plus en plus forts pour montrer de la croissance, et si la demande n'est pas là, ça les pousse peut-être à faire des tripatouillages comme vous dites. Bon, donc voilà pour Fiat Chrysler et ses ventes un petit peu particulières. On termine toujours à la frontière du monde automobile, là, en sautant des deux pieds dans le Formula One Circus. On parle de F1 ? On parle de F1 parce que c'est Liberty Media qui rachète Formula One. C'était quand même une grosse opération, plus de 4 milliards de dollars. Quelle est l'idée de Malone et de Liberty Media? Ils ont remarqué tout simplement que la Formule 1, c'est quelque chose qui commence un tout petit peu à passer au niveau de la passion et au niveau du nombre de personnes qui suivent ce genre de manifestations sportives, puisqu'on est passé de 600 millions annuels il y a quelques années de visiteurs et de vues à 400 millions. Et en plus, la plupart de ces programmes de Formule 1 sont sur des télévisions payantes. Donc ce que veut faire Malone, c'est essayer de redévelopper, faire redémarrer, si je puis dire, l'intérêt pour la Formule 1, mais surtout le faire démarrer aux États-Unis où la Formule 1 n'a j'allais vous dire, c'est quand même curieux de voir un Américain s'intéresser à la F1 alors que ça n'a jamais pris du côté américain. Voilà, c'est un peu comme le football, ça n'a
pas vraiment pris. Et qu'est-ce qu'on regarde si on regarde les courses de voitures aux États-Unis? C'est les 500 miles d'Indianapolis, et puis c'est NASCAR, où vous voyez en gros des voitures de série au moteur gonflé. Donc l'idée de Malone, c'est peut-être d'essayer de donner le virus de la Formule 1 aux Américains, et puis surtout aussi d'avoir du contenu sur ces différentes plateformes médiatiques. Et si il met tous les efforts nécessaires, c'est très possible de faire redémarrer un peu l'intérêt pour la Formule 1 au niveau mondial. Eh bien voilà donc pour ces quelques questions du côté de New York et les sujets qu'on évoque du côté des tables de marché. Merci beaucoup Grégory Volokin d'avoir pris ces quelques minutes pour nous faire vivre ce marché Card Financial Services à New York. Du côté américain aussi, on avait surveillé la Banque Centrale Européenne. Écoutez Grégory Volokin. Personnellement, je l'ai suivi. Je pense que les opérateurs de marché l'ont regardé d'un œil relativement attentif. Ce qui explique un peu la baisse des marchés ici. Vous savez, en ce moment, les marchés tiennent surtout sur leur sommet sur un phénomène de liquidité. On en attendait peut-être encore un peu plus. Elle n'est pas venue. C'est une réaction un tout petit peu épidermique, mais qui n'est pas très très fondamentale. Si vous regardez moins 0,3% sur le Dow Jones, pas grand-chose à dire. Peut-être un tout petit peu plus à dire sur la force de l'euro et la faiblesse du dollar, mais ça, c'est plutôt des notions positives pour les États-Unis et pour les matières premières, évidemment. Bon, voilà pour Mario Draghi. D'autres nouvelles et qui sont plus américaines. D'abord, niveau statistique, ces chiffres de l'emploi, on est sur des demandes hebdomadaires. Qu'est-ce qu'on peut retenir du chiffre de cette semaine ? Que c'est de nouveau des nombres vraiment très bas de demandes d'allocation chômage, en dessous de ce qui était attendu. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que le marché de l'emploi, enfin, on le répète chaque semaine, continue à aller très bien aux États-Unis, et que si la Réserve fédérale devait se baser uniquement sur ce qu'elle voit au niveau du marché de l'emploi, elle aurait depuis très très longtemps déjà remonté les taux. Donc je dirais que même ce genre de chiffres actuellement ne font plus tellement broncher les marchés, parce qu'on sait que la Réserve fédérale a vraiment besoin maintenant de trouver une excuse très forte au mois de septembre pour les monter, ces fameux taux. Vous regardez les attentes par rapport à une action de la Réserve fédérale au mois de septembre, on en est à 20% de probabilité d'une hausse des taux, ce qui est très très faible, et on peut s'attendre ou bien à ce que Janet Yellen, sur les quelques prochains jours, commence à avoir un discours extrêmement agressif pour préparer le marché, ce qui semblerait étonnant, ou tout simplement qu'il ne se passe rien de nouveau au mois de septembre. Voilà sur ce domaine macroéconomique. Du côté du business, bien évidemment, j'imagine qu'il y a aussi Apple et son iPhone 7, la disparition du port jack, l'appareil photo, enfin voilà. Comment est-ce qu'on accueille finalement ce nouvel opus signé Apple ? Je dirais, comme les Suisses aiment cette expression, on est déçu en bien. C'est-à-dire beaucoup de gens avaient peur, disant que le nouveau modèle n'apporte pas vraiment d'amélioration à l'iPhone 6. Et on peut dire qu'il y a quand même vraiment des améliorations. Le fait que le modèle soit étanche, le fait que la caméra s'améliore, que la durée de vie de batterie augmente et que la vitesse du processeur augmente aussi. Donc en gros, tout ce que je viens de décrire sont sûrement, pour des gens qui ont depuis 2 ans ou plus un Apple, que ce soit le 4, le 5 ou même le 6, sûrement des raisons suffisantes pour procéder à ce qu'on appelle l'upgrade, donc à acheter le nouveau modèle. Les analystes soulignent aussi 2 ou 3 choses. Ils disent que sur le trimestre, Apple aura une semaine de vente de plus, parce qu'ils ont introduit ce nouveau modèle un peu plus rapidement. Donc c'est peut-être un petit détail, mais ça aura un aspect positif pour leur compte. Et puis on parle beaucoup évidemment de l'abandon de la prise pour les headphones, le jack, remplacé par un écouteur qui n'est pas encore mis dans le marché, mais qui sera introduit, cet écouteur Bluetooth AirPod, il va s'appeler, au mois d'octobre. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'extrapole pas tellement le prix de ces écouteurs, qui sont quand même entre 130 et 140 $. On peut imaginer qu'un grand nombre, quand même, c'est pas rien, un grand nombre de nouveaux détenteurs d'iPhone 7 n'auront qu'une envie, c'est d'acheter ces écouteurs. Et puis pour le moment,
personne n'a encore pris en compte la source de revenus supplémentaire. Sans compter peut-être justement cette espèce de, comment dire, de logo design for iPhone que bon nombre de fournisseurs vont être obligés de payer auprès d'Apple pour rentrer dans le mood, parce qu'il faudra être compatible. Oui, il y a absolument ça, vous avez tout à fait raison. Et puis, il y a eu aussi des nouvelles assez intéressantes au niveau de l'Apple Watch. Le fait qu'il va y avoir un GPS dans la montre qui est vraiment important. Le fait que on va pouvoir jouer à Pokémon Go sur sa montre, ce qui est encore plus important évidemment, et il va changer la face du monde. Ouais. Mais non, je dirais qu'en gros, c'est une bonne annonce, cet iPhone 7. Je suis sûr que les gens qui le voudront seront très contents. Ce qui est assez amusant, c'est qu'Apple ce matin a dit qu'ils n'allaient pas publier pour la première fois le chiffre de commandes avant l'introduction du téléphone, en disant que de toute façon les commandes sont toujours supérieures à ce que eux-mêmes peuvent fournir comme téléphone, et que donc ce chiffre n'a pas d'intérêt. Voilà pour le dossier Apple. On reste dans le monde techno avec Intel. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire sur Intel, si ce n'est qu'ils avaient fait une acquisition il y a quelques années pour plus de 7 milliards de dollars de McAfee, qui est donc un des deux leaders à l'époque sur la sécurité avec Symantec. Ils ont essayé en interne de développer cette offre sécuritaire. Ils se sont rendus compte qu'en fait ça leur coûtait à la fois trop cher, ça immobilisait des capitaux, et que c'était pas vraiment leur activité. Donc là ils en vendent une bonne partie à un fonds de private equity pour 3 milliards de dollars, mais ils ont pas vraiment perdu d'argent, puisqu'ils gardent une participation certes minoritaire, mais quand même très importante, de 49% dans cette activité. Mais tout ça pour montrer que c'est pas parce qu'on fait des énormes acquisitions, et celle-là elle était quand même importante, 7 milliards c'était une des plus importantes qu'avait fait Intel, c'est pas parce qu'on fait ce genre de grosses acquisitions que forcément sur la durée, au bout de 2 ou 3 ans, on arrive à faire quoi que ce soit au niveau de l'intégration ou du développement de ces nouvelles activités. Allez, on quitte ce monde de la technologie, on va faire un petit tour du côté de l'automobile, si vous le voulez bien maintenant, Grégory Volokin, pour évoquer un constructeur et encore des questions de tripatouillage, mais là on n'est pas dans les moteurs. Oui, et là c'est carrément très différent, parce que ça touche directement, je dirais, les ventes de ce constructeur. C'est Fiat Chrysler, et puis bon, ils ont des problèmes en justice, parce que on a découvert qu'ils avaient justement tripatouillé ces chiffres, et comment ils procédaient pour augmenter les chiffres de vente. C'est ça qui devient relativement intéressant. Il demandait par exemple aux concessionnaires de prendre de plus en plus de voitures qu'on prête. Vous savez, quand votre voiture est au garage, on vous prête une voiture de remplacement. C'est une très très bonne chose. Donc il demandait aux concessionnaires d'augmenter leur commande de ces voitures de remplacement, mais de les comptabiliser comme des ventes. Ça semble assez curieux. Il demandait aussi à leurs concessionnaires de faire des ventes fictives, ce qui devient alors là vraiment beaucoup plus grave, à leurs employés. Donc je crois que c'est une histoire qui va d'abord avoir sûrement des retombées sur le management de Fiat Chrysler aux États-Unis, sur le responsable des ventes, mais aussi qui remet quand même un tout petit peu en question le modèle de business où les concessionnaires sont poussés par la maison mère à avoir chaque mois des chiffres de plus en plus forts pour montrer de la croissance, et si la demande n'est pas là, ça les pousse peut-être à faire des tripatouillages, comme vous dites. Bon, donc voilà pour Fiat Chrysler et ses ventes un petit peu particulières. On termine toujours à la frontière du monde automobile, là, en sautant des deux pieds dans le Formula One Circus. On parle de F1 ? On parle de F1 parce que c'est Liberty Media qui rachète Formule One. C'était quand même une grosse opération, plus de 4 milliards de dollars. Quelle est l'idée de Malone et de Liberty Media? Ils ont remarqué tout simplement que la Formule 1, c'est quelque chose qui commence un tout petit peu à passer au niveau de la passion et au niveau du nombre de personnes qui suivent ce genre de manifestations sportives, puisqu'on est passé de 600 millions annuels il y a quelques années de visiteurs et de vues
à 400 millions. Et en plus, la plupart de ces programmes de Formule 1 sont sur des télévisions payantes. Donc ce que veut faire Malone, c'est essayer de redévelopper, faire redémarrer, si je puis dire, l'intérêt pour la Formule 1, mais surtout le faire démarrer aux États-Unis où la Formule 1 n'a j'allais vous dire, c'est quand même curieux de voir un Américain s'intéresser à la F1 alors que ça n'a jamais pris du côté américain. Voilà, c'est un peu comme le football, hein. Ça n'a pas vraiment pris. Et qu'est-ce qu'on regarde si on regarde les courses de voitures aux États-Unis? C'est les 500 miles d'Indianapolis, et puis c'est NASCAR où vous voyez en gros des voitures de série au moteur gonflé. Donc l'idée de Malone, c'est peut-être d'essayer de donner le virus de la Formule 1 aux Américains, et puis surtout aussi d'avoir du contenu sur ces différentes plateformes médiatiques. Et si il met tous les efforts nécessaires, c'est très possible de faire redémarrer un peu l'intérêt pour la Formule 1 au niveau mondial. Grégory Volokin donc pour Mescart Financial.